Merci pour l'invitation. Je suis bien contente d'être avec vous aujourd'hui. Euh, je suis ergothérapeute. Ça s'est développé, je pense, différemment, l'ergothérapie au Québec puis ici en France. Dans notre équipe, on est 10 professionnels, 4 ergothérapeutes, 4 travailleurs sociaux, 2 infirmières. On n'a pas de psychologue, mais c'est seulement à cause de l'organisation des soins au Québec. Et on travaille avec 3 médecins psychiatres dans l'équipe. Donc, l'objectif de mes objectifs aujourd'hui, ben, de définir avec vous qu'est-ce que c'est l'intervention précoce et intensive pour la psychose. Je vais revoir un peu avec vous aussi comment nous, on explique la psychose. Souvent, nous, on a des jeunes qui viennent de France. Là. On a quand même peut-être 4-5 étudiants français par année admis dans notre service. Fait que souvent, on reçoit des dossiers français. Donc, je vois que des fois, la conception, la façon de nommer les choses est différente, là. Je vais vous décrire les services qu'on offre, nous, à la clinique JAP pour les jeunes adultes. Discuter aussi des avantages de mettre le retour à une activité productive, là, justement, là, comme vous dites, le working first. Nous, on l'utilise beaucoup. L'IPS, ben, pas tout à fait, mais je vous expliquerai tout à l'heure. C'est pas parce que je pense que c'est une super approche, l'IPS. Nous, c'est parce qu'on n'a juste pas les moyens et les ressources de l'utiliser vraiment dans son ensemble. Et si on a le temps aussi, présenter rapidement des résultats d'études sur l'impact d'un trouble d'utilisation des substances. Je sais que chez vous, c'est surtout le cannabis. Nous, c'est le cannabis et beaucoup les amphétamines aussi qui sont très, très, très accessibles, donc très présentes. Puis, ben, veux pas, ça fait partie. Il faut le prendre en compte dans notre façon d'intervenir. Donc, qu'est-ce que c'est la psychose? Comment nous, on la définit? Donc, premièrement, ben, c'est une altération au niveau des perceptions, des pensées, des émotions, je vais vous le définir plus par la suite, là, des comportements et aussi du fonctionnement. Donc, je vais juste voir ce que vous voyez, c'est bon. Au niveau des symptômes, bon, ben, nous, on définit beaucoup les symptômes positifs, donc les hallucinations qui peuvent être dans les 5 sens, autant au niveau des hallucinations auditives, visuelles, kinesthésiques, les changements au niveau du goût et aussi de l'odorat. Bien sûr, tous les symptômes ne sont pas vécus chez toutes les personnes qui vont présenter de la psychose. Par contre, quand il y a plusieurs épisodes de psychose, c'est souvent les mêmes symptômes chez une même personne, par contre. Donc, ça vaut la peine que la personne comprenne bien ses symptômes parce que quand ils réapparaissent, ils vont réapparaître de la même façon et ça va être les mêmes symptômes. On va voir aussi, on peut observer de la désorganisation de la pensée. Des fois, on a de la difficulté à suivre ce qu'ils vont nous dire, mais aussi au niveau des comportements, ça peut être désorganisé. Ça peut être associé aussi à des symptômes affectifs, donc de la dépression, de la manie, donc quand les idées vont vite, quand on a beaucoup d'énergie, et aussi tout simplement une dysrégulation de l'affect. On observe aussi souvent des troubles cognitifs, des manques de la difficulté à faire un bon jugement, à prendre des bonnes décisions pour soi-même, pour les autres aussi. Ça va être difficile aussi au niveau de la planification. Donc, quand on est rendu à prévoir un retour à l'école, un retour au travail, souvent, on va se rendre compte qu'ils ont de la difficulté à prévoir où vont être les difficultés. Donc, c'est important qu'ils soient accompagnés pour bien planifier. Bien sûr, il va y avoir des difficultés au niveau de l'attention, de la concentration, de la mémoire. Ça devient plus difficile. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas capables. Ça veut seulement dire qu'il faut aménager le retour à l'école ou au travail. On va observer aussi beaucoup de symptômes négatifs, donc un affect émoussé, un ralentissement psychomoteur, de la motivation, de la logis. Donc souvent, les parents vont nous dire « Ah, mon jeune est rendu paresseux, il ne veut plus rien faire ». Donc c'est important aussi d'expliquer aux parents que ce n'est pas de la paresse, c'est seulement des symptômes qui sont vraiment dus à la maladie. Et ce ne sont pas nécessairement non plus des effets secondaires de la médication. Donc, comment on explique, nous, la psychose, comment on l'explique à nos jeunes, comment on l'explique à leurs parents aussi, c'est à l'aide du modèle vulnérabilité-stress. Donc, on a tous des vulnérabilités, chacun. Il y en a que c'est pour la psychose, il y en a que c'est pour la dépression, des problèmes cardiaques, peu importe. Donc, une vulnérabilité qui est biologique, qui est en nous. On a aussi des vulnérabilités psychologiques, donc une difficulté plus ou moins grande à gérer le stress qui va se présenter dans notre vie. Donc, on a cette vulnérabilité-là qui est en nous. Par la suite, les stress de la vie vont s'ajouter à ça.
Et au début de l'âge adulte, il y en a beaucoup des stress. C'est pour ça aussi que c'est à ce moment-là que ça arrive souvent la psychose. Euh, on va voir, c'est, dans le fond, c'est les choix de carrière, c'est le moment où on devient plus autonome, plus indépendant, les premières relations amoureuses, les premiers gros échecs aussi qu'on peut vivre. Donc, tout ça mis ensemble. Et aussi les stress biologiques, le plus grand stresseur biologique étant la prise de drogue, qui est quand même très présente, j'imagine, chez vous aussi. Donc, quand on met ensemble notre vulnérabilité et le stress, eh bien, les symptômes psychotiques apparaissent. Au début de l'âge adulte, comme je vous disais, on peut dire qu'on est un peu comme sur une corde raide. C'est un moment où tout peut basculer, où un jeune peut être face justement à la psychose, aux abus de substances, la dépression, la manie, les troubles de personnalité. Donc, c'est à nous aussi, comme équipe, quand les jeunes arrivent chez nous, de bien identifier, on est face à quoi, à quel problème, puis de les orienter vers le bon service. Donc, je vous parle beaucoup de psychose depuis tout à l'heure. C'est en soi, c'est un diagnostic d'avoir un trouble psychotique, mais souvent, d'emblée, et le jeune qui arrive chez nous et sa famille vont nous demander, oui, mais est-ce que c'est de la schizophrénie? Et donc, ils ont besoin d'avoir un diagnostic plus précis. La psychose peut se retrouver dans différents types de maladies, donc la maladie affective bipolaire, je ne sais pas si c'est comme ça que vous la nommez, là, la MAB, ouais. Bon, il y a aussi, ça peut être associé à de la schizophrénie, en effet, mais la schizophrénie, en bout de ligne, c'est pas grand-chose. C'est un peu ce qu'on leur explique. C'est seulement d'avoir eu, pour nous, en tout cas, la définition des symptômes pendant plus de 6 mois. Il y a différents types de schizophrénie. Donc, ça peut être associé aussi à une dépression psychotique, une psychose toxique ou induite par des substances, et aussi un trouble délirant. Donc, comment on arrive à définir dans la psychose fait partie de quelle maladie? Bien, ça va être dépendant le type de symptômes qui est présent, la proportion de ces symptômes-là, leur évolution. Donc, c'est difficile en début de maladie, la première fois qu'une personne présente des symptômes psychotiques, de savoir c'est associé à quel diagnostic exactement. La durée des symptômes, comment l'individu va fonctionner, et aussi d'éventuels épisodes futurs. Donc, si la personne se présente avec une dépression psychotique, par exemple, bien, des années plus tard, peut faire une manie psychotique. Donc, là, on va se dire, bien, c'est une maladie affective bipolaire. De toute façon, nous, le traitement, et c'est ça qu'on leur explique, ça va pas, c'est pas en fonction du diagnostic. Donc, c'est ça. Comme je vous disais, finalement, le traitement ne sera pas fait en fonction du diagnostic. Est-ce que c'est une maladie affective bipolaire? Est-ce que c'est une schizophrénie? Pour nous, en bout de ligne, même comme intervenant, comme travailleur social, ergothérapeute, infirmière, souvent, moi, de toute façon, je ne connais même pas ce diagnostic-là ou je ne m'y attarde pas parce que ce n'est pas important dans ma façon de travailler avec le jeune. Ce qui va être important, c'est les problèmes qu'il va présenter, où sont ses difficultés. Donc, des fois, même les parents vont me rappeler, oui, mais c'est quoi le diagnostic? Je ne sais pas, il faudrait que j'aille voir dans le dossier. Ça n'a pas vraiment d'importance sur la façon de travailler. Donc, et c'est ça. Et en début d'évolution de maladie, ça peut être difficile et hasardeux de donner un diagnostic précis. Et quand on annonce d'emblée à un jeune homme de 19 ans qui se présente dans notre service qui a une schizophrénie, souvent c'est lourd de sens. Et à ce moment-là, tout de suite, le désespoir s'installe alors que c'est pas ce qu'on veut, c'est pas ce qu'on cherche. Donc, on va mettre ça de côté. L'impact de la psychose sur le développement d'un jeune. À l'adolescence, fin de l'adolescence, début de l'âge adulte, c'est un moment où on acquiert une vision de soi qui est claire, qui est cohérente. C'est un moment où, quand tout va bien, on prend nos distances par rapport à la famille. On développe un réseau social stable. C'est un moment où on développe une première relation intime. Et c'est le moment où on s'engage dans les études, le travail et une plus grande gestion du quotidien. Quand la psychose arrive, l'identité est plus diffuse. Il y a moins d'exploration, moins d'engagement. Donc, les projets à court, moyen terme, il y en a moins. Souvent, il y a un grand vide quand on leur demande ce qu'ils veulent faire. Il y a un repli du jeune sur la famille, donc il y a plus de dépendance plutôt que d'aller vers l'autonomie. Il y a une marginalisation parfois face aux pères, étant donné les problèmes qu'ils vivent par rapport à leurs amis. Et il peut y avoir une altération de l'estime de soi. Au niveau du réseau social, il y a souvent une perte du réseau d'amis et, comme je le disais, un retour vers la famille plutôt que l'inverse. On va observer aussi plusieurs déficits au niveau des habiletés sociales, donc un manque d'acquis, les symptômes négatifs, les troubles cognitifs, parfois des mauvaises perceptions sociales et une difficulté à résoudre les problèmes personnels.
Le parcours scolaire est souvent interrompu. Pour certains, ça va même être tôt au niveau des études secondaires du lycée, en fait, je pense. Les jeunes vont vivre des échecs à répétition dans les tentatives de retour aux études. Donc, parfois, ça va nécessiter un milieu adapté, parfois non. À ce moment-là, en tout cas, il faut faire un réaménagement de l'horaire de cours et avoir des méthodes d'aide aux études. Au niveau de l'expérience de travail aussi, des fois, il y en a peu ou pratiquement pas, dû à la détérioration du fonctionnement. Parfois, il faut réévaluer le projet de carrière, le projet d'études, et ça va engendrer un deuil, donc il faut les accompagner. Quand tout va bien, on développe le développement des habiletés de vie autonome. C'est un moment où on organise le temps, tenant compte plus de nos activités personnelles, moins en fonction de la famille au début de l'âge adulte. C'est un moment où il y a une augmentation des exigences de responsabilisation face aux jeunes. Pour certains, c'est aussi le premier départ du domicile familial. Et c'est le moment où on développe un peu plus nos intérêts, nos loisirs. Quand la psychose est là, la prise de responsabilité est plus difficile. Donc, on a une tendance à l'évitement, parfois une régression, et le jeune va avoir besoin de plus de soutien. Il va avoir aussi des difficultés organisationnelles, des difficultés à se mobiliser. Ils vont avoir besoin de plus d'accompagnement. Une difficulté à évaluer les exigences du quotidien aussi, comme je le disais tantôt, et à planifier. Et bien sûr, une diminution de loisirs, d'activités de loisirs, souvent en lien avec les symptômes négatifs. Donc, il y a moins d'intérêt, moins d'énergie, moins de motivation. Donc, ils ont plus de difficultés à sortir de la maison puis avoir des activités. Au niveau de la famille, je vous ai mis une photo pour vous, il n'y a pas de référent, mais c'est pour nous une famille très connue au Québec. C'est une émission qui a duré durant 10 ans où on a suivi l'évolution de cette famille-là, qui sont rendus des jeunes adultes maintenant. Au niveau de la famille, bien, les écueils, lorsqu'il y a de la psychose, bien sûr, les parents ont à faire un certain deuil. Il y a souvent un sentiment de culpabilité, surtout quand il y a déjà de la psychose dans la famille. Ils se sentent coupables de voir que leurs jeunes vont vivre ces symptômes-là aussi. Parfois, par contre, c'est du déni. Ils vont nous dire: «Non, non, non, il y a pas de maladie psychotique, c'est seulement la consommation. Quand il va arrêter de consommer, tout va bien aller». Donc à ce moment-là, il faut travailler aussi avec la famille. On peut voir aussi, de la surprotection par moment, de la honte. Des fois, des années plus tard, les familles vont nous dire: «Bien, ça a été un moment où on s'est replié, le noyau familial s'est replié, on s'est éloigné de nos amis, on savait pas comment gérer ça, on savait pas comment l'expliquer à nos amis». Donc ils se replient sur eux-mêmes. Pardon. Donc bien sûr, il y a une augmentation du fardeau familial. Voilà pour la psychose et les impacts. Au niveau de l'intervention précoce, je vous mets cette image-là qu'on utilise souvent dans nos présentations. Je vais vous la remettre à la fin de l'intervention précoce aussi. Comment on l'explique, en fait, c'est que si on suit la trajectoire normale, on est sur le pont, tout va bien. Quand la psychose arrive, c'est au moment où on tombe du pont. Plus on rattrape la personne rapidement, même si elle est encore sur le pont ou sur juste sur les côtés si on veut, de la falaise, ça va être beaucoup plus facile de rattraper une personne, de la ramener dans sa trajectoire normale. Si on attend qu'elle soit au fond du ravin, souvent, on va travailler très fort et parfois même, on ne sera pas capable de ramener la personne dans sa trajectoire normale. Donc, de là, l'importance d'intervenir rapidement et intensivement. Si on regarde un peu la ligne verte qu'on voit, c'est comment les symptômes s'installent sur une ligne du temps. Et la ligne jaune, c'est le dysfonctionnement. Donc, au tout départ, le prodrome qui vient avant la psychose, le dysfonctionnement arrive souvent avant les symptômes. C'est ce qui fait aussi souvent qu'on ne comprend pas tout à fait ce qui se passe. Des fois, les familles vont confondre avec une crise d'adolescence, la personne se retire et les symptômes apparaissent souvent plus tard. La plupart du temps, les gens vont consulter au moment où les symptômes sont au sommet. Par contre, c'est un peu tard pour penser à consulter. Il faudrait consulter le plus tôt possible. Et ce qu'on se rend compte, c'est qu'à partir du moment où la psychose arrive, là, donc la deuxième ligne pointillée, souvent, ça va prendre jusqu'à 50 semaines avant que les gens vont consulter. Donc, de là, l'importance de faire de la sensibilisation, que les gens comprennent c'est quoi la psychose, n'aient pas peur non plus de venir consulter. Ça fait peur de venir consulter en psychiatrie. Les conséquences d'une mauvaise accessibilité au traitement.
premièrement, souvent de l'abus de substances, de l'autotraitement, des fois, de prendre du cannabis. Souvent, les gens ont l'impression que ça va les calmer, ça va leur faire du bien. Il y a un plus haut taux de suicide, l'itinérance, donc de se retrouver sans domicile fixe, des situations aussi de judiciarisation. À partir du moment où on est pris par nos symptômes psychotiques, on a de la difficulté à s'organiser. Des fois, ça fait aussi qu'il y a une perte de revenus. Les gens ils vont se retrouver à voler pour devoir manger. Donc, on se retrouve des fois, les jeunes qui nous arrivent plus tard, là, qui sont rendus sans domicile, ont une situation judiciaire lourde. Il y a beaucoup de travail à faire pour ces jeunes-là. Ils vont vivre des échecs professionnels. Le fardeau familial est augmenté. Je l'ai dit tout à l'heure, une perte de réseau. Et souvent, quand on attend trop longtemps, une entrée plus traumatique aussi dans le système de santé. Quand on arrive à l'hôpital et qu'on se retrouve en crise, qu'on doit se débattre, tout ça, c'est beaucoup plus traumatique à ce moment-là. On doit contraindre la personne parfois physiquement. Donc, c'est beaucoup plus traumatique que d'arriver dans une clinique externe ou, je ne sais pas comment vous appelez... une clinique externe, c'est correct, ouais? Les CMP, d'arriver directement, parce que nous, on prend aussi des références directement de l'externe. On a des gens qui, finalement, ne sont jamais hospitalisés, ce qui est vraiment l'idéal. Les conséquences d'un délai d'accessibilité sur l'efficacité du traitement, donc il va y avoir une réponse à la médication qui va être plus lente et moins complète. Le taux de rechute va être augmenté et il va y avoir souvent une résistance au traitement pharmacologique. Donc, c'est important de ne pas tarder à consulter et de référer rapidement. La psychose, c'est une expérience traumatisante pour la personne malade et pour son entourage. Donc, on a une meilleure chance de rémission complète et rapide si le traitement est instauré rapidement. La psychose sévère peut amener les gens à poser justement des gestes qui sont embarrassants, puis souvent il va y avoir des graves conséquences, donc ça rend la réintégration plus difficile. Par exemple, nous, on a déjà eu un jeune qui s'est retrouvé qui s'est mis tout nu, complètement nu dans l'agora de son école parce que ses voix lui disaient que c'est ça qu'il fallait faire. Bien, quand ça a été le temps de retourner à l'école, ça a été très, très, très difficile. Seulement pour lui, c'est très anxiogène de retourner dans l'endroit où il avait fait quelque chose qui, pour lui, était très traumatisant. À travers le monde, les programmes PEP, donc l'approche existe depuis les années 90. Il y a environ 200 cliniques dans le monde. Le modèle est très, très développé en Angleterre, en Australie particulièrement. Il y a beaucoup de recherches qui se fait, surtout dans les pays scandinaves, en Australie, en Grande-Bretagne. Au Canada, on en fait de plus en plus aussi. Et il y a certains pays maintenant qui ont vraiment des standards, des guides de pratique. En Australie, là, il y a la clinique Origène qui publie des livres, sont seulement en anglais par contre, là, mais ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de manuels qui sont très, très, très aidants. Au Canada, on a plusieurs cliniques aussi. C'est sûr que c'est surtout développé au Québec, en Ontario et en Colombie-Britannique. Qu'est-ce que c'est les principes de l'intervention précoce? Donc, je vous l'ai dit déjà plusieurs fois, l'importance d'intervenir rapidement. L'alliance thérapeutique est très, très importante. Donc, comment on va la bâtir, cette alliance thérapeutique-là? Bien, premièrement, en ayant une continuité des soins. Donc, nous, l'équipe va être la même que le jeune soit à l'urgence psychiatrique, qu'il soit hospitalisé ou qu'il soit en clinique externe. Il va avoir le même intervenant et le même médecin. Donc, il n'y a pas de différente... Quand on change de médecin et on change d'intervenant à chaque endroit, on est face à différentes approches. Le jeune se fait dire différentes choses. Nous, on veut qu'il entende toujours la même chose, toujours le même discours. Donc, on intervient, on est tentaculaire. L'importance aussi de l'accessibilité et de la flexibilité. Donc, moi, quand j'ai un jeune qui m'appelle puis qui me dit que ça ne va pas, qu'il a l'impression que les symptômes reviennent, je ne vais pas lui donner rendez-vous dans 2 semaines, je vais le voir la journée même ou je vais le voir le lendemain. On doit être flexible dans notre horaire aussi. Donc, si on veut promouvoir le retour à une activité productive, bien, il faut le faire. Donc, si la personne travaille, est à l'école, on ne va pas lui donner des rendez-vous pendant qu'elle est à l'école ou qu'elle est au travail. Donc, on va faire des horaires allongés. On va travailler plus tard le soir, certaines journées, pour permettre à nos jeunes d'être vus. On travaille en collaboration active avec le patient, avec son réseau, avec les écoles, avec les employeurs, quand on a l'accord du jeune, bien sûr.
On travaille en interdisciplinarité, je dirais même en transdisciplinarité, donc autant les travailleurs sociaux, les psychologues, les infirmières, les ergos, on fait tous le même travail. C'est sûr qu'on a notre approche, on n'a pas eu le même cursus scolaire, mais en bout de ligne, on va faire la même chose. Moi, je ne vais pas envoyer voir, mon jeune ne va pas aller voir la travailleuse sociale pour quelque chose, l'infirmière pour autre chose, l'ergothérapeute. Donc, on s'entraide, on fait tous le même travail. On utilise le modèle vulnérabilité-stress pour les aider à comprendre pourquoi c'est arrivé la psychose et pourquoi ça peut revenir surtout. Souvent, ils vont nous dire: «Non, non, je suis guéri, je suis guéri». Ben non, tu es pas guéri. Tu peux être en rémission de la psychose, mais la vulnérabilité va toujours être là. Donc, tu dois bâtir des assises solides pour ne pas que ça revienne. On nourrit l'espoir réaliste, donc on ne veut pas briser leurs rêves. Souvent, ils vont arriver, ils vont dire: «Ben moi, je veux être pharmacien, je veux être médecin». On ne va pas dire: «Ben non, c'est pas possible parce que tu es psychotique». De toute façon, c'est pas vrai que c'est pas possible parce qu'on en suit à la clinique des médecins, on suit des avocats, on suit des policiers. Dans le fond, la psychose se retrouve dans tous les milieux. Donc, on va les accompagner. Par contre, si quelqu'un n'a pas terminé ses études, même son secondaire, son lycée, ben, en fait, on va l'accompagner là-dedans et des fois, ben, il va de toute façon, en cours de route, changer son projet par lui-même. On travaille beaucoup, beaucoup avec les proches, pour ceux qui en ont, pour ceux qui ne sont pas, isolés socialement. Autant, on va les supporter, on va leur offrir aussi de la psychoéducation. Je vais vous le décrire un peu plus tard. L'approche va être axée vraiment, c'est ça, sur la personne, sur son fonctionnement, plutôt que sur la catégorie diagnostique. Pour nous, ça a peu d'importance. On admet à l'hôpital, donc pour une hospitalisation, seulement quand c'est nécessaire, seulement lorsque la sécurité de la personne ou d'une autre personne est compromise. Sinon, on essaie de faire tout le suivi en externe. Et on travaille surtout sur des courtes hospitalisations. Donc, souvent, on va donner un congé de l'hôpital. La personne va venir nous voir tous les jours à la clinique pour prendre sa médication plutôt que de rester à l'hôpital. Souvent, ils vont préférer ça. Donc, c'est aussi une façon de bâtir notre alliance thérapeutique avec les jeunes qu'on suit. Il y a un sondage qui a été fait, un sondage pan-canadien dans toutes les cliniques, autant dans les milieux académiques que non académiques. Et de là sont ressorties des recommandations d'experts pour offrir le meilleur programme d'intervention précoce pour la psychose. Donc, je vais vous donner un petit peu à différents niveaux, ce serait quoi ces recommandations-là. Au niveau des critères d'admission, on veut que les critères soient flexibles pour l'âge d'admission, entre 12 et 35 ans. Chaque programme est un peu différent. Pour nous, c'est 18-30 ans parce qu'on a vraiment une coupure des services entre la pédopsychiatrie et la psychiatrie. C'est quelque chose qu'on aimerait changer. On travaille à changer ça. Donc, d'avoir des programmes qui iraient de 12 à 30 ans, bien, ça permet d'éviter justement la rupture à l'âge adulte. Pour les jeunes qui ont une famille qui est présente, la rupture ne se fait pas, les parents les accompagnent, s'assurent qu'il y ait un suivi. Mais pour ceux qui sortent, par exemple, des programmes de protection de la jeunesse, qui a eu de la négligence parentale, c'est souvent ces jeunes-là pour qui il y a une brisure de service importante. Ils se retrouvent justement sans domicile, plus de service, et on les retrouve 4-5 ans plus tard dans des situations pas possibles. Ça, je l'ai déjà dit, donc une définition large des termes de diagnostic de psychose. Donc, tous les troubles du spectre de la schizophrénie, les psychoses affectives aussi, parce que des fois, des gens vont dire on va suivre les patients psychotiques, mais seulement ceux de l'ordre de la schizophrénie. On ne va pas suivre les gens qui ont une psychose avec une maladie affective bipolaire. Donc, pour nous, on essaie d'inclure toutes les clientèles. Et aussi les psychoses induites par les substances, parce que déjà, s'il y a eu une psychose, ce qu'on se rend compte surtout, c'est que parfois, on a l'impression que c'est seulement une psychose induite par les substances, mais quelques années plus tard, il y a vraiment une maladie psychotique primaire qui va s'installer. Au niveau de l'accessibilité, donc, accepter les références de multiples sources, intervenir dans la communauté, former les référents aussi et intervenir rapidement. Donc, moi, quand j'ai un appel à la clinique, c'est moi qui reçois les nouvelles références. Je m'assure d'avoir un contact avec le référent dans les 24 heures et dans les 72 heures avec la personne qu'on veut admettre à la clinique. Donc, il n'y a pas de délai de prise en charge et il n'y a pas non plus, on ne passe pas par je ne sais pas vous s'il y a des listes d'attente, tout ça, mais on essaie d'éviter là, justement les listes d'attente. Ce qu'on sait, c'est que c'est important de réduire la durée de psychose non traitée parce que ça a été démontré que plus on attend avant de traiter, plus ça va être difficile au niveau de l'évolution.
Au niveau des ratios patients-intervenants, nous, on utilise le modèle de case management. Donc, c'est quand je vous disais que les travailleurs sociaux, les ergothérapeutes, les infirmières, tout le monde fait le même travail, c'est qu'on est tous des case managers. Je vous expliquerai aussi tantôt comment on travaille. On essaie d'avoir, l'objectif, les recommandations d'experts, c'est d'avoir 1 pour 8 à 1 pour 15. Je ris parce que c'est pas ça du tout qu'on a dans notre clinique, là. C'est ce qu'on souhaiterait, c'est ce qu'il faudrait pour faire le meilleur travail avec eux. L'objectif, c'est d'éviter la fragmentation des services et plus on a des ratios bas, plus ça permet d'avoir une intervention intensive et d'être plus flexible, plus disponible quand il y a des crises. Lorsque les patients ont besoin d'être hospitalisés, on essaie d'avoir des unités spécifiques qui sont plus youth-friendly. Quand on hospitalise sur les unités régulières de psychiatrie, mélangées avec tous les patients plus âgés, c'est plus traumatisant pour les jeunes. Déjà qui n'ont pas envie, c'est souvent la première fois qu'ils sont hospitalisés dans leur vie, de se retrouver avec des gens qui sont malades depuis très longtemps, qui ont une chronicité. C'est encore une fois, pour eux, ça peut être plus décourageant. Donc, nous, on n'a pas là, une unité vraiment spécifique que pour nous. Là, ce serait dans un monde idéal. Par contre, on a 3 unités d'hospitalisation au centre universitaire. Puis, on essaie de tous les regrouper sur le même étage avec le même infirmier. Donc, au moins, ils se retrouvent ensemble, ils peuvent discuter, ils ont les mêmes intérêts, ils font les mêmes groupes. Donc, ça permet d'avoir une approche qui est un peu différente. Je vous dirais qu'elle rentre parfois en conflit avec l'approche l'approche standard, mais on travaille toujours avec les équipes de l'hospitalisation pour le faire le mieux possible. L'engagement des patients et la fermeture de dossier. Donc, les experts recommandent de maximiser l'engagement des patients. C'est pas parce qu'un jeune a manqué son rendez-vous ou parce qu'il est non observant qu'il faut l'exclure du programme ou qu'il faut fermer le dossier. À ce moment-là, on ne fait pas d'intervention précoce si on ferme son dossier. Donc, c'est important. Nous, on a des dossiers ouverts de 3 à 5 ans. On va laisser le dossier ouvert, on va lui courir après. En fait, on va le rappeler beaucoup, on va aller chez lui, on va s'assurer. À un moment donné, on a quand même des pertes de suivi, là, c'est pas magique ce qu'on fait, mais on va toujours laisser son dossier ouvert et le jour où on aura à le fermer, on va s'assurer qu'il y a un suivi qui soit accepté dans un autre programme. On va essayer de faire du outreach, donc de l'intervention de proximité dans le milieu. Moi, j'ai déjà vu un jeune qui était dans son milieu scolaire pendant 3 mois avant que j'arrive à l'amener à la clinique. Il refusait de venir, il refusait de venir voir un médecin. Donc, moi, pendant 3 mois, 1 fois par semaine, j'allais le voir là-bas. J'essayais de l'apprivoiser, de lui expliquer qu'est-ce qui se passait avec lui. Il était très malade, il était très symptomatique, mais il arrivait à suivre les cours, à rester à l'école. Puis, à un moment donné, j'étais capable de trouver l'élément qui allait faire qu'elle acceptait de venir voir le psychiatre. Donc, à ce moment-là, ça demandait de la flexibilité du psychiatre aussi parce que j'étais toujours en contact avec elle. Elle savait quand j'allais le voir, puis elle savait qu'un jour, j'allais arriver à la clinique avec lui, puis qu'il faudrait qu'elle le voie à ce moment-là. Elle ne pouvait pas dire, je vais te voir dans 2 semaines. La durée optimale d'un programme d'intervention précoce, la plupart des programmes dans le monde durent 2 ans. Il y a 2 études randomisées qui ont été faites, une danoise, l'étude Opus, et il y en a une qui a été faite en Angleterre, Life, Léo. Ce qu'on sait, après 2 ans de suivi dans un programme d'intervention précoce, les résultats, on a une meilleure adhérence au traitement, une meilleure satisfaction des patients, une meilleure évolution fonctionnelle, autant au niveau vocationnel que social. Il y a moins de rechutes, moins d'hospitalisation, moins d'abus de substances, moins de symptômes négatifs. Par contre, quand le programme dure seulement 2 ans, ils ont évalué ensuite dans Opus, ils ont évalué 5 ans comment les patients avaient évolué et finalement, les acquis étaient perdus, sauf pour l'autonomie à l'hébergement et il y avait moins d'hospitalisation. Donc, ce qu'on essaie de faire en ce moment, c'est de voir, il y a 2 études aussi qui existent en ce moment pour voir combien de temps finalement devrait durer un programme d'intervention précoce. Si 2 ans, c'est pas suffisant, combien d'années serait nécessaire? En ce moment, il y a une étude à Copenhague et une étude à Montréal. Nous, à la base, on en faisait partie à l'hôpital. Finalement, on n'a pas été capable de faire partie d'études parce que quand l'étude a débuté, nous, on avait des suivis de 5 ans. Et il fallait randomiser les patients à 2 ans et à 5 ans
Sauf que nos patients ne voulaient pas être randomisés puis faire partie quitter notre clinique après 2 ans. Donc, on n'a pas été capable de faire partie de l'étude. Donc, on a dû la quitter. Par contre, le programme de 2 ans à l'hôpital Douglas, eux, font cette étude-là. Donc, elle est en cours. Donc, on aura les résultats éventuellement. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est de passer d'un message de désespoir. Donc, ce qu'on sait, la schizophrénie coûte 11,8 milliards par an. C'est très décourageant. Ce qu'on peut se dire plutôt, c'est que quand on bâtit des programmes de premier épisode de psychose, chaque dollar dépensé dans un programme d'intervention précoce fait sauver 15 $ à la société. Donc, on peut essayer de le voir plus positivement. Je vous remets cette image qui est, en tout cas pour moi, très parlante, comment c'est important de prendre les jeunes rapidement. Plus spécifiquement, nous, à la clinique JAP, je vous ai donné quelques informations, mais je vais revoir un peu avec vous c'est quoi les services qu'on offre à la clinique, comment on travaille les psychiatres, les intervenants pivots, quel support on offre à la famille. Donc, nos critères d'admission à nous, être âgé entre 18 et 30 ans. On travaille très, 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 très fort pour faire un programme 12-30 ans. On est en train de chercher les ressources pour le faire, mais on a quand même l'appui de notre chef de programme. Diagnostic principal d'épisodes psychotiques, affectifs ou non affectifs. On admet dans notre programme des gens qui sont vraiment à leur premier épisode de psychose ou traités depuis moins d'1 an. Donc, la personne peut même avoir fait une psychose il y a 2 ans, avoir eu un traitement de 2-3 semaines, par la suite une perte de suivi dans son hôpital de secteur. Et finalement, il se retrouve, 2e épisode psychotique, il se retrouve à notre hôpital, on va l'accepter dans notre clinique là, parce qu'il n'y a pas eu un suivi durant 1 an. Et il doit résider dans le territoire de notre hôpital. Pourquoi on limite l'accès justement aux gens qui ont moins de 12 mois de suivi? Premièrement, parce que les chances de réadaptation sont meilleures, plus on est tôt dans le traitement. Les stratégies à utiliser ne sont pas toujours exactement les mêmes non plus qu'avec des patients plus chronicisés. Quand on parle avec des collègues, ils trouvent des fois qu'on est trop maternant avec eux, qu'on s'occupe trop d'eux, mais par la suite, quand ils viennent travailler chez nous, ils se rendent compte que, ben oui, en fait, si on veut aller rapidement, il faut travailler vraiment de pair avec eux. Puis ils sont dans un moment de leur vie où il y a encore beaucoup d'immaturité. Ils ne voient pas l'importance de venir à leur traitement. C'est normal qu'on ait à travailler plus fort. Un patient chronique, que ça fait 20 ans qu'il a un diagnostic de schizophrénie, il sait qu'il y a un suivi à faire, il sait qu'il doit prendre sa médication, il le fait naturellement. Un jeune de 19-20 ans, moi, si je me reporte quand j'avais 19 ans, on a un sentiment d'invincibilité quand même. On n'a pas l'impression qu'on va être malade, on n'a pas l'impression que ça peut nous arriver à nous puis qu'on peut avoir besoin de services. Donc oui, ça nous demande à nous d'être plus présents puis d'arriver à lui faire comprendre que ce besoin-là existe. Aussi, parce que côtoyer des patients plus chroniques, ça peut miner l'espoir. Et une raison principale aussi pourquoi on n'accepte pas plus d'1 an de traitement, c'est que les ressources sont limitées. Un portrait des jeunes à la clinique JAP. Avant de vous présenter qui est la clinique JAP, je vais vous présenter un de nos jeunes, Louis-Philippe Gingras. Je vous nomme son nom parce que lui-même le nomme dans les médias. C'est un chanteur au Québec. Il a déjà fait des spectacles un peu en France. Il sort bientôt son 2e album. Il est suivi chez nous. Il est porte-parole de l'Association québécoise des programmes de premier épisode psychotique. Il aime beaucoup, il essaie de sensibiliser la population à la psychose. Donc, il était d'accord pour que je mette sa photo. On a habituellement une cohorte entre 250 et 280 patients qui sont suivis à notre clinique. La moyenne d'âge à l'admission, c'est 23 ans. 80% sont des hommes parce que ça arrive plus tôt chez les hommes que chez les femmes. Donc, chez les 18-30 ans, c'est surtout des jeunes hommes. 58% habitent chez leurs parents, 38% autonomes, 45% d'immigrants, environ 30% de première génération et les autres de 2e génération. L'abus de substances, la dépendance aux substances est très importante, 56%. Donc, on ne peut pas dire tu as un problème de consommation, tu dois aller te faire traiter pour ça. Il faut que ça fasse partie de notre façon de travailler. Il faut le prendre en considération. La durée moyenne d'hospitalisation, 14 à 24 jours. Donc, on essaie vraiment que ce soit le plus court possible.
On essaie de voir notre programme vraiment en continuum. Donc, si on regarde la flèche bleue, au tout départ, il va y avoir un suivi intensif par le psychiatre et la flèche noire, un suivi intensif par l'intervenant principal. Et quand ça va mieux, il va y avoir un suivi régulier avec le psychiatre et l'intervenant pivot peut même se retirer. Le case manager, en fait, l'intervenant principal, c'est le case manager, peut complètement se retirer. À partir du moment où le jeune est retourné à l'école, est en appartement, s'est fait une copine, tout va bien, à un moment donné, c'est un peu une façon de dire, ben, tu n'as plus besoin de venir me voir, ça va bien. Par contre, je vais rester là, je suis présente. Donc, s'il y a quoi que ce soit, tu m'appelles. Et si justement il y a une rechute, ben, on reprend le suivi. On va offrir en début de suivi des programmes de groupe et par la suite, on essaie que ce soit seulement quand c'est l'épisode psychotique, quand on est proche de l'épisode aigu et lors de rechute. Puis après ça, on essaie de retourner la personne plus dans sa communauté. On va offrir des interventions familiales et au besoin, on a de la psychothérapie spécifique pour les familles quand on se rend compte qu'il y a vraiment des enjeux systémiques dans la famille. L'intervention de la clinique JAP va tenir compte du stade de développement des jeunes adultes. Souvent, la psychose s'installe tranquillement, donc souvent, ils sont plus immatures que des jeunes de leur âge. On a souvent l'impression de travailler avec des ados. Donc, il faut qu'on travaille avec eux souvent comme si c'était des adolescents. Il y a un ralentissement souvent du développement de la personnalité parce que la psychose survient justement au moment où l'identité se consolide. Alors, on doit travailler en fonction de la diminution des capacités secondaires à la psychose, du niveau de scolarité qui est plus faible, je vais vous montrer des statistiques par rapport à ça, et de la précarité socio-économique. Donc, nos services cliniques, on intervient en interdisciplinarité dans une approche collaborative. On vise d'abord l'alliance avec l'équipe traitante, l'acceptation de la maladie. Bien sûr, on n'a pas le choix de travailler à la stabilisation des symptômes et de la situation de vie de l'individu. Rapidement, mais graduellement, on va viser une plus grande autonomie, une réintégration du patient dans son rôle social. Et l'objectif, c'est un retour rapide à une activité productive. On va offrir un support très intensif dans le milieu de vie du patient autant que possible. Pour ce qui est du psychiatre, le travail qu'il va faire avec nos jeunes, il va bien sûr s'occuper d'évaluer et de poser le diagnostic de la maladie psychotique. Ça va être le psychiatre qui va faire la détection précoce des troubles comorbides, donc autant s'il y a des problèmes de consommation, s'il y a un trouble de personnalité, s'il y a d'autres troubles concomitants. La détection précoce des répondeurs lents à la médication. Ils vont aussi s'occuper en collaboration avec le case manager de la planification du traitement biopsychosocial. Donc, on travaille vraiment de façon conjointe. On fait beaucoup de rencontres conjointes aussi ensemble. Donc, pour s'assurer de dire la même chose, d'avoir qu'on travaille tous dans le même sens. Les interventions vont être adaptées à la phase de la maladie et à l'individu. Donc, il va y avoir la pharmacothérapie, la psychothérapie qui va être faite par le psychiatre. Le psychiatre aussi va avoir un focus sur le retour à une activité productive. Donc, c'est pas seulement, oui, c'est le travail du case manager d'accompagner le jeune dans son retour à l'école, son retour au travail, mais le psychiatre va toujours aborder ce sujet-là avec le jeune, va toujours prendre des nouvelles, où t'en es à l'école, j'ai entendu dire que tu avais eu des bonnes notes, va vraiment s'intéresser à cette partie-là parce que c'est vraiment le noyau de notre façon, de nos interventions. J'ai parlé de la continuité de soins, donc c'est la même chose pour le psychiatre. Il va aller voir son patient quand il est à l'urgence, quand il est hospitalisé et en externe. Donc, on va garder le même médecin. Pour le case manager, qu'est-ce que ça va être un peu? Ça va être nous qui va avoir le rôle principal dans la prise en charge du patient. Donc, l'objectif, premièrement, c'est de réduire l'impact de la maladie sur l'environnement psychosocial du patient. Qu'est-ce qu'on va faire concrètement? On va les accompagner dans toute leur démarche sociale. Les accompagner, en fait, on va adapter aussi aux jeunes. Il y a des jeunes que j'ai besoin d'aller avec eux chercher un revenu, remplir les formulaires avec eux, alors qu'il y en a d'autres que je leur donne, ils sont capables de le faire. Donc, ça va plus être sous forme de coaching, alors qu'il y en a d'autres qu'il faut vraiment être accompagnés et être plus supportants. On s'occupe aussi d'orienter, de faire le suivi pour l'hébergement. On a des jeunes qui sont en appartement autonome, on en a qui sont dans des ressources spécialisées en santé mentale. Ça va dépendre du niveau de fonctionnement.
On offre de l'aide au budget aussi, des services de fiducie. Donc, surtout pour nos jeunes qui consomment des drogues, on offre la fiducie. Donc, souvent, le lien peut être parfois au départ utilitaire. Comme on les aide à gérer leur argent, ils vont se présenter à la clinique pour venir chercher leur argent. Nous, ça nous permet de les voir. Ça peut être c'est pas notre principale façon d'intervenir, mais ça peut être un outil qu'on utilise quand c'est nécessaire. Fiducie, donc dans le fond, c'est que, mettons que la personne a la sécurité du revenu, elle va recevoir son chèque à l'hôpital. Le chèque va arriver directement à l'hôpital, il va avoir un compte à l'hôpital et nous, on va gérer l'argent directement avec la personne. Oui, mais c'est moins, c'est pas la curatelle, c'est vraiment pour toute la vie, alors que ça peut être vraiment des mesures temporaires. Donc, ça peut être quelques mois, le temps que la personne se reprenne en main. Donc oui, mais parfois, on n'a pas le choix de se rendre à la curatelle. On essaie de l'éviter, mais on y arrive parfois. L'objectif aussi, c'est de réduire le traumatisme et l'anxiété liés à l'hospitalisation, à la stigmatisation. Donc, on va les voir sur l'unité d'hospitalisation. Ça leur fait beaucoup de bien. On va promouvoir aussi la rémission, favoriser le rétablissement. Donc, on va informer le patient et les proches de la nature de la maladie et du traitement. Pour nous, c'est très important. On sait que si la famille et le jeune comprennent vraiment bien ce qui s'est passé, pourquoi c'est arrivé, c'est quoi les symptômes, c'est quoi les chances de bien se rétablir, il y a plus de chances que la personne, justement, se rétablisse et aille mieux. On va faire de la psychothérapie éclectique et intégrative qui va favoriser l'alliance thérapeutique. L'objectif, en fait, c'est d'adapter au jeune qui est devant nous. Si on doit avoir l'approche motivationnelle, c'est l'approche qu'on va prendre. Si on doit utiliser plus une approche cognitivo-comportementale, ça va être celle-là. Donc, on adapte au jeune devant nous. C'est pas notre rôle comme intervenant pivot de donner la médication, de la prescrire, de l'ajuster. Par contre, on va supporter puis encadrer la prise de médication quand c'est possible d'en parler. Moi, je dirais que il y a des jeunes avec qui je vais même jamais parler de psychose. Parce qu'ils vont refuser le diagnostic. Donc, moi, j'en profite comme intervenant pivot. Je n'ai pas besoin d'en parler pour travailler avec le jeune. Je vais laisser ça au psychiatre. Puis, je vais dire, ben, tu sais, moi, ça, pour moi, c'est pas important. Moi, je veux que tu retournes à l'école. Qu'est-ce que tu as besoin de faire? Tu sais, je vais aller chercher ce qui va faire que le jeune va s'intéresser à son suivi avec moi. C'est sûr que je préfère pouvoir l'aborder puis pouvoir l'accompagner, l'aider à comprendre l'épisode psychotique, mais quand c'est pas possible, pour moi, l'important, c'est surtout de le voir et de travailler avec lui. On aide à l'élaboration d'un projet de vie et on le supporte, mais même, je vous dirais, la première fois qu'on va rencontrer le jeune, on va lui parler de ses projets de vie. On va lui expliquer, on va lui demander un peu, qu'est-ce que tu veux faire, toi, dans la vie? C'est quoi tes projets? Est-ce que tu veux aller, qu'est-ce que tu veux faire à l'école? C'est quoi ton objectif de carrière? Puis, souvent, moi, je vais lui expliquer, ben moi, mon objectif, c'est exactement le même que toi. Oui, on va parler de psychose. Oui, on a besoin de comprendre ce qui s'est passé. On a besoin de régler ça. Mais tout ça, c'est dans l'objectif que tu retournes à tes projets à toi. On va offrir aussi le traitement des problèmes comorbides ou secondaires. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on peut utiliser des approches de psychoéducation, l'entretien motivationnel, réduction des méfaits, principalement. On ne prône pas vraiment l'abstinence. Tant mieux, là, quand ils veulent être abstinents, on le travaille avec eux, mais sinon, on prend plus une approche de réduction des méfaits. On va travailler à la réintégration dans la communauté, une reprise de trajectoire développementale normale, donc l'évaluation globale de l'évolution du fonctionnement, et on va le supporter, l'accompagner dans sa réintégration. Comme je vous disais, on offre aussi en parallèle des groupes. Pour nous, ça fait vraiment partie du traitement. Même le psychiatre le présente aux jeunes comme faisant partie du traitement. On utilise les groupes beaucoup. Justement, c'est ça, quand les symptômes sont là, vraiment en phase aiguë. Comment on leur présente, justement, c'est que nous, on veut les aider à acquérir les habiletés pour retourner à l'école et au travail. Donc, ils vont venir travailler la ponctualité, l'assiduité, la tolérance à l'effort. On sait que quand on se retrouve après un épisode psychotique, on est plus fatigué mentalement, donc la tolérance à l'effort est plus difficile. On va en profiter aussi pour développer les habiletés sociales en lien avec le travail, le retour à l'école. La reprise d'une routine, je vais vous montrer ensuite un peu à quoi il ressemble notre programme de groupe, et d'arriver à organiser son horaire. Donc, d'être capable de prévoir, bon, ben, j'ai un groupe aujourd'hui, je dois me présenter, donc tranquillement reprendre son fonctionnement.
On adapte aussi la participation au groupe aux besoins des jeunes et à leur évolution. Donc, les groupes qu'on offre, en rouge, c'est les 4 groupes qu'on fait pratiquement 52 semaines par année. On n'arrête jamais de les faire. On a un atelier, l'atelier JAP, c'est un atelier d'ergothérapie où ils viennent faire vraiment des projets individuels. Ils peuvent faire de la cuisine, mais ils peuvent travailler dans leurs travaux d'école, ils peuvent faire des travaux artistiques, manuels, ce qu'ils ont envie de faire finalement. Le groupe repère, pour nous, c'est un groupe de discussion où on va parler vraiment des sujets. Qu'est-ce que c'est la psychose? Pourquoi ça arrive? Comment éviter la rechute? Faire des plans de prévention de la rechute avec eux. On le fait en groupe parce que c'est incroyable comme c'est magique le support par les pairs. Quand ça passe, quand nous, on dit quelque chose, ça passe jamais aussi bien que quand c'est un de leurs pairs qui le dit. On fait un groupe de sport avec eux. Donc, on va jouer, on fait des sports d'équipe, on sort de l'hôpital. C'est toujours l'été, on va dans un parc. Sinon, on va dans un gym qui est près de l'hôpital. Donc, pour être en dehors des murs de l'hôpital, c'est plus normalisant. Pour eux, ça leur fait beaucoup de bien, surtout parce qu'en fait, dans les groupes, c'est autant pour les patients hospitalisés que les patients qui sont en externe. Donc, on les mélange un peu ensemble. Ça fait du bien aux patients hospitalisés de voir que, oui, ils pourront aller mieux, portent mutuellement ensemble. Le groupe Équilibre du vendredi, c'est un groupe de discussion pour nos jeunes, justement, qui consomment. C'est vraiment, si on regarde le stade du changement de Prochaska, utilisez-vous ce modèle-là. Donc, c'est vraiment plus un groupe pour les jeunes qui sont en pré-contemplation, en contemplation. C'est vraiment un endroit pour discuter de la place de la consommation dans leur vie. Quand ils sont prêts à aller plus loin, bien, on les amène ailleurs que dans ce groupe-là. Les groupes de marche, c'est pour nos patients hospitalisés pour qu'ils puissent sortir un peu. En bleu, je vous ai mis les groupes TCC, donc les groupes de thérapie cognitivo-comportementale. On en a pour le retour au travail, on en a pour la famille. C'est des groupes qui sont ponctuels, qu'on offre une fois par année sur quelques semaines. Et je vous ai mis en vert notre projet plein air. C'est un projet qu'on fait l'été. Donc, pendant plusieurs semaines, on les prépare. Ils font des groupes de sport, ils se préparent et ils partent 4 jours en camping. Ils vont faire de la montagne. Donc, ça leur fait beaucoup de bien. Des fois, on a des jeunes qui sont même jamais sortis de la ville. Des fois, c'est la première fois qu'ils sortent de Montréal. On offre beaucoup d'interventions auprès des proches et de leur famille. Donc, on va évaluer les besoins et le support par le biais de contacts réguliers avec l'équipe. Donc, même d'emblée, dans la première semaine où un jeune est admis, on est en contact avec sa famille. On leur explique rapidement. Dès le premier rendez-vous, on leur remet une pochette avec beaucoup d'informations. Rapidement, on organise des rencontres familiales pour répondre à leurs questions. En parallèle, on offre des groupes psychoéducatifs. Donc, on a des séances de soir sur 6 à 8 semaines. Mais on offre aussi des journées intensives pour les familles qui sont plus éloignées de Montréal. On offre, comme je vous disais, des rencontres familiales régulières avec l'équipe traitante. Et quand c'est indiqué, seulement pour quelques familles là, dans notre service, on offre de la thérapie familiale systémique. On a la chance d'avoir une pédopsychiatre qui est formée en systémique, qui vient offrir un vendredi ou 2 semaines cette thérapie-là pour nos familles qui en ont besoin. Comme je vous disais, on essaie de focusser sur le retour à une activité productive. Est-ce qu'il faut que je termine bientôt? Moi, oui, hein? C'est pas mal la fin. Ou quelques minutes, hein? Donc ça, je vous l'ai déjà dit. Pourquoi c'est si important le retour au travail et à l'école? Bien, premièrement, parce que les jeunes adultes qui vivent un PEP identifient l'emploi et l'éducation comme des projets de vie importants, comme apprendre à conduire, comme tous les autres jeunes de leur âge. Ils veulent aller à l'école, ils veulent travailler. Les jeunes adultes veulent être indépendants, autonomes, responsables. Ils veulent avoir de l'argent, ils veulent sortir avec leurs amis, ils veulent aller au cinéma. Donc, c'est important de leur permettre de pouvoir travailler. La psychose, malheureusement, arrive à une étape qui est charnière dans la vie, au moment des choix d'études, des choix de carrière. Donc, il y a vraiment une brisure qui se produit. Malheureusement, la psychose, elle n'attend pas là, que le jeune ait complété ses études, qu'il ait un diplôme en main pour arriver. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'on les supporte dans ce retour-là. Et on sait aussi que les études, le travail, bien, ça donne un but, ça donne un rôle dans la vie. Quand on rencontre une personne, on lui demande son nom, puis souvent, deuxième, troisième question, on lui demande ce qu'il fait dans la vie. Donc, quand on a un emploi, quand on est à l'école, c'est beaucoup plus facile. Quand on a fait une psychose, qu'on a été arrêté pendant 6 mois et qu'on sait que la fête de Noël s'en vient, qu'on va avoir à rencontrer la famille, et là, les oncles, les tantes vont dire « Qu'est-ce que tu as fait? Puis, comment ça va à l'école? » C'est très angoissant pour eux. Donc, quand on les accompagne, au moins, s'ils peuvent dire « Ben oui, je m'en vais à l'école là, après Noël, je recommence l'école », ça les aide beaucoup.
Ça, c'est bon, je ne vais pas répéter. Je vais vous donner rapidement, juste pour vous donner une idée des statistiques. Ça a l'air effrayant. En tout cas, moi, les premières fois que je l'ai vu, je trouvais effrayant ce graphique-là. L'important, en bleu, c'est les gens qui travaillent. En rouge, c'est ceux qui étudient. Et en vert, c'est ceux qui travaillent et qui étudient. En jaune, ceux qui n'ont pas d'occupation. Donc, si on voit la ligne du temps en bas, quand on arrive là, à 3 ans de suivi, bien, pratiquement, là, on a 70 de nos jeunes qui sont occupés à la clinique. Oups, pardon. Si on regarde ici, en bleu, c'est l'emploi et le milieu scolaire régulier. Donc, on les retourne vraiment en milieu. En les supportant, on arrive à les retourner dans un milieu régulier. Notre taux d'emploi est comparable à la population générale à Montréal. Par contre, on a un niveau de scolarité qui est beaucoup plus faible. Donc, malgré le fait qu'ils sont moins scolarisés que la moyenne des gens à Montréal, on arrive, avec notre support, à leur trouver des emplois. Statistiquement, 70 des sujets qui sont suivis à la clinique ont maintenu ou amélioré leur statut occupationnel. 13 sont sans emploi depuis le début du suivi et le sont toujours à la fin. Et on a à peu près un 16 qui ont vu leur statut occupationnel se détériorer. Donc, la plupart vont s'améliorer ou se maintenir. Rapidement, le rétablissement fonctionnel, il y a une étude de 2011 qui prouvait que le rétablissement à 14 mois post-psychose va déterminer va déterminer le rétablissement à 7 ans et demi plus tard. Donc, plus on se dépêche, plus on agit rapidement, plus ils vont retourner dans leur fonctionnement rapidement, plus ils vont arriver à le maintenir par la suite. On a un site Internet, premierépisode.ca. C'est au singulier, premier épisode. On a plusieurs vignettes cliniques. Là, on a des petites vidéos. Nous, on les utilise avec nos jeunes. Dans les témoignages, là, il y a des vidéos, puis c'est très, très... on a des jeunes qui ont participé. Nous, on nous entend. Vous voyez la clinique, vous nous voyez, vous voyez les médecins. Puis c'est intéressant. Souvent, moi, quand j'ai certaines difficultés avec des jeunes, je leur présente une vidéo en individuel, puis on en discute ensemble, des fois pour arriver à aller plus loin. Bonjour, je voulais vous questionner sur un chiffre qui m'a un petit peu étonné et interpellé, c'est les 45% issus d'enfants de l'immigration. De l'immigration? Ouais, c'est quand même énorme. Oui, c'est énorme. En fait, ce qu'on se rend compte, c'est que quand on a à migrer, souvent on est plus susceptible de vivre une psychose. Hein. La migration, c'est des très, très grands stresseurs. Donc, c'est ce qui fait que la psychose, je me souviens plus c'est quoi la différence de pourcentage, mais elle est plus présente chez les gens qui vont immigrer. Est-ce que ça répond à votre question? Non? Qu'est-ce que c'était votre question alors? Si on rapporte le pourcentage de population immigrante par rapport à la population générale, il n'est pas de 45%. Et même sur des délais de 3 ou 4 décennies, arriver à un chiffre de 45% de jeunes qui présentent, qui sont dans les programmes, ça me paraît quand même assez curieux, quoi. Je ne sais pas si je suis clair. En fait, ce n'est pas 45% des personnes migrantes qui vont faire une psychose. En fond, nous, notre clientèle, c'est 45%. Mais c'est ça, parce que c'est un facteur de risque. Pourquoi c'est curieux? Et pourquoi? Ça veut dire quoi, curieux? Expliquez-nous ce que vous voulez dire. Si vous recevez 45% de votre clientèle, c'est des jeunes qui sont issus de l'immigration. C'est bien ça, première et deuxième génération. Oui. Bon. La population, le pourcentage de la population, de cette population dans la population générale du Québec n'est pas de 45%. Tout à fait. On est bien d'accord. Mm-hmm. Il est de combien? C'est une bonne question. Mais il est moindre. Il est moindre, c'est sûr. Il est certainement beaucoup moindre, même si la population, même si le Canada est un pays d'immigration, il ne doit pas dépasser, à mon avis, les 10%. Donc même si la migration est un facteur de vulnérabilité, ça me paraît quand même étonnant d'arriver à ce chiffre de 45%, quoi, voilà, dans votre clinique. Oui, mais tout à fait. Et c'est très surprenant, mais c'est réellement le cas.
Moi, ce qui me paraît bizarre, ce que j'ai toujours vu au Canada, on m'a expliqué tout vient du Canada, mais c'est les ratios et votre niveau d'intervention quand vous dites que vous allez dans les collèges, dans les lycées, que les taux d'intervention sont à 3 jours, chez nous, ils sont à 3 mois. Je suis choquée de votre intervention et de votre disponibilité et de vos engagements et je me dis, est-ce qu'il y a plus de psychiatres? Est-ce que le métier est plus développé, de psychologie, plus de formation? Parce que c'est pas normal que vous arriviez à atteindre ces chiffres, alors que nous, pour voir un psychologue, il nous faut 3 mois, quoi. Je comprends pas comment vous faites pour atteindre ces chiffres si merveilleux et Ben, c'est en pas de fait, l'empathie développée au Canada, quoi. Je veux dire, vous avez bien une astuce. Il y a plus de ben, psy. en fait, moi, je pense parce que c'est vraiment dans les cliniques d'intervention précoce où il n'y a pas de délai de prise en charge, mais partout ailleurs, il y a d'immenses délais de prise en charge. C'est vraiment dans la façon de travailler. Nous, habituellement, quand quelqu'un veut rencontrer une personne qui ne serait pas à son premier épisode de psychose puis qui aurait besoin de rencontrer un psychiatre pour X raison, là, son médecin de famille lui dit vous avez besoin de voir un psychiatre, ben, il doit aller porter sa demande, ça passe par le guichet d'accès, quelqu'un qui évalue sa demande, il le met sur une liste d'attente et c'est très long. En fait, c'est ça. Et donc, à ce moment, alors que ça fait partie de l'approche de l'intervention précoce, c'est de dire, nous, on se fait connaître, puis on dit, si vous pensez que vous avez des symptômes de psychose, en fait, moi, je reçois des références des psychologues scolaires, de la famille, des médecins de famille qui m'appellent. Des fois, même, parfois, c'est le jeune lui-même, c'est très rare, mais ça m'est arrivé quand même 2 fois dans la dernière année, là, un jeune qui m'appelle puis qui me dit, je veux des services, puis moi, je fais une pré-évaluation au téléphone. Donc, je vais lui poser des questions ou au référent. Puis, je vais dire, ben oui, tu sais, je pense qu'il correspond aux critères pour être évalué. Et nos psychiatres, ils ont chacun un rendez-vous par semaine, une plage horaire qui est fixe, qui sont toujours disponibles pour une nouvelle évaluation. Donc, on peut en faire jusqu'à 3 par semaine. C'est vraiment dans l'organisation des soins, finalement. Et vous avez souligné quand même le fait déterminant des premiers contacts avec la psychiatrie dans le suivi du jeune, hein. Et justement, alors on travaille de plus en plus sur des éléments qui se rapprochent de l'état de stress post-traumatique lié à ces premières interventions. Est-ce que vous avez un programme spécifique chez des personnes que vous avez pas pu, pour lesquelles vous n'avez pas pu trop anticiper les choses et qui ont vécu des situations difficiles lors de leur premier contact avec le service d'urgence, par exemple? Souleviez ça. D'ailleurs, on a une psychiatre qui avait fait un stage chez nous elle est en train de faire une étude par rapport justement aux gens qui vivent un syndrome de choc post-traumatique suite à la psychose. On n'a pas de programme spécifique. Par contre, effectivement, on essaie de l'avoir en tête. Puis le psychiatre, des fois, va justement peut diagnostiquer vraiment là, un PTSD. Là. Puis à ce moment-là, ben, le psychiatre va suivre la personne en prenant ça en compte. Parce que oui, c'est vrai, des fois, on ne peut pas l'éviter, puis on est pris avec cette situation. Oui, 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 par le psychiatre. Oui, alors moi, je voulais poser une question. bon. C'était, par rapport à tout ce que vous avez expliqué, est-ce que c'est dans la mentalité, dans les habitudes canadiennes de savoir travailler ensemble, de savoir être pragmatique, etc., ou est-ce que c'est particulier à la clinique, aux gens qui ont organisé, voilà. Peut-être que c'est plus dans la culture de façon générale, mais il y a les 2 réponses sont bonnes. Il y a aussi, c'est pas tout le monde qui veut travailler dans notre équipe et qui est bien dans notre équipe. Autant les psychiatres que les intervenants, il y a des gens qui font des passages très brefs et qui ne sont pas heureux. On travaille vraiment ensemble. Allez, voilà, c'est Donc, ce il faut aimer travailler voilà. ensemble pour travailler en intervention précoce. Donc, avec une motivation, et comme on dit quand on est... de la passion. Alors, comment on dit quand on est à plusieurs, on peut aller plus loin? Oui, oui, tout à fait. Bonjour. Bonjour. Je tiens à vous remercier pour cette présentation qui était excellente. Merci. En fait, quand vous parlez de prévention précoce, voilà, c'est ça mon problème, c'est l'intervention précoce. Je me demande la prévention, en fait, vu qu'on intervient avant et le plus tôt possible, pourquoi on n'évite pas la psychose et pourquoi on ne pourrait pas se passer de la pharmacothérapie, en fait?
Mhm. Ben, en fait, ça nous arrive on a certains jeunes qui sont admis même en phase prodromique, qui n'auront jamais de symptômes psychotiques, effectivement. Il y a aussi des cliniques, nous, on n'en a pas une à notre hôpital, mais il y a des cliniques d'intervention, là, vraiment de prévention, si on veut, là, pour les jeunes qui auraient vraiment là, tous les facteurs de risque pour développer une psychose. Des fois, il va y avoir un tout petit peu de pharmacothérapie qui va être donnée, mais des fois, pas du tout, en effet. Puis, en fait, on a des jeunes qui sont suivis à la clinique qui n'ont pas de médication, là, ou qui vont en prendre un certain temps, puis par la suite, ils arrêtent d'en prendre. Mais à ce moment-là, le suivi psychosocial est d'autant plus important. Et c'est ça qu'on leur dit. Dans le fond, les études, ce qui est recommandé, c'est de prendre la médication 1 an après un premier épisode. Puis par la suite, s'ils veulent tenter d'arrêter, on le fait avec eux. Donc, le psychiatre, tranquillement, va diminuer la médication. Mais on lui dit, si on diminue ou on arrête, tu vas devoir venir nous voir plus souvent pour s'assurer que ça ne revienne pas, justement. J'ai une question. Merci pour votre présentation qui donne beaucoup d'espoir aux parents. Je représente un peu les parents. Je voulais savoir si c'était compatible. On parle toujours d'alliance thérapeutique. Quand on est un jeune et qu'on a sa crise d'ado, on n'a pas tellement envie d'avoir son père, sa mère qui poursuit, etc. Comment vous jonglez avec cela? Et comment vous jonglez avec les traumas sur toute la fratrie, indépendamment des divorces éventuels? Bon, ça peut arriver sans trauma, sans trouble psychotique ou autre. Mais voilà, j'ai l'impression d'un tel fracas dans les familles, avec des interventions de la police, des voisins. Enfin, il y a un surmenage social et tout autour qui est extrêmement complexe. Et je voulais savoir si vous avez parlé tout à l'heure on intervient au domicile. Moi, j'ai des parents qui m'appellent et qui me disent, Alix, est-ce que j'appelle la police ou pas, voyez, est-ce que j'appelle les pompiers? Ils savent pas où est le niveau. Oui, non, tout à fait. Et puis, les répercussions que ça va avoir. Voilà. C'est extrêmement difficile pour la famille de devoir appeler les policiers pour qu'ils viennent chercher le jeune pour l'hospitaliser. Par contre, des fois, c'est nécessaire que ce soit... On essaie effectivement d'éviter que ça arrive. Parfois, ça arrive, mais en bout de ligne... moi, je pense que souvent, oui, le jeune qui est suivi va être fâché contre sa famille un certain temps, mais c'est quelque chose qu'on va travailler avec lui aussi comme clinique, qui arrive à comprendre pourquoi son parent a fait ça. Puis habituellement, ça se règle. Tu sais, j'ai pratiquement jamais vu des jeunes qui restent vraiment fâchés contre leur famille parce qu'ils ont amené leur jeune à consulter. Ils finissent par comprendre pourquoi c'est arrivé. Puis je pense que, tu sais, au niveau là, de la séparation là, tu sais, du jeune avec sa famille, quand la psychose est là, ils ont souvent tendance à se replier sur la famille. Ils acceptent vraiment facilement que la famille soit impliquée, mais en même temps, on y va selon sa volonté aussi, là. On en a des jeunes qui refusent qu'on travaille avec la famille puis qu'on leur parle. Des fois, c'est extrêmement difficile. Bon, nous, les lois, je ne sais pas ici, mais chez nous, la famille a toujours le droit de nous appeler pour nous donner de l'information. Ça, c'est... Un tiers a toujours le droit de donner de l'information. Par contre, nous, pour en donner à la famille, on doit avoir l'accord du jeune. Donc, à ce moment-là, premièrement, on les rassure de cette façon-là. On leur dit qu'ils vont toujours pouvoir nous appeler. Puis, moi, je leur dis toujours aussi, inquiétez-vous pas, moi, je vais toujours travailler à ce qu'éventuellement votre jeune accepte qu'on se rencontre tout le monde ensemble. Donc, je vais expliquer aux jeunes à quoi ça sert, pourquoi on fait ça. Pour nous, c'est un outil incroyable d'avoir, parce qu'il arrive chez nous, il est malade, on ne sait pas il était qui avant. Donc, d'avoir une famille qui peut venir s'asseoir puis dire, ben oui, OK, là, je le retrouve, là. Là, il est normal, il est comme avant, là. Ou non, il y a encore telle chose, ça, il n'était pas comme ça. Des fois, ça sort, là, des traits de personnalité qui ressortent, puis on dit, mon Dieu, pourquoi il fait ça? Est-ce qu'il a toujours été comme ça, ou non? Puis on peut être surpris de la réponse. Donc, nous, ça va orienter notre façon de travailler. Oui. Il y a juste quelqu'un derrière vous, puis après ça, on va vous le passer. Merci pour votre présentation. Si la question du diagnostic, finalement, est assez accessoire, pourquoi limiter ce traitement aux états psychotiques? Et finalement, est-ce que ce n'est pas déjà stigmatisant en soi? Bien, en fait, l'approche est différente. Je pense qu'il devrait y avoir des cliniques d'intervention précoce pour les gens qui ont des troubles de personnalité ou pour des gens qui présentent un trouble affectif, là, de la dépression, de l'anxiété. Je pense que ça devrait exister aussi. Je pense que c'est juste que l'approche est différente. Bon, premièrement, pourquoi c'est limité à la psychose? C'est qu'on n'a pas les ressources non plus là, pour le développer.
pour donner des services à tout le monde. Deuxièmement, je pense que l'intervention précoce pour des troubles de personnalité ne serait pas... Nous, on est à l'opposé de ce qu'il faudrait faire. On le voit, là, tu sais, quelqu'un qui arrive chez nous puis que le diagnostic principal, là, on parle plus d'un trouble de personnalité, la personne régresse en quelques semaines. C'est pas beau à voir. On ne travaille pas de la bonne façon. Donc, on doit tout changer notre façon de travailler. Donc, je pense que les deux, il faudrait des cliniques d'intervention précoce. À Toronto, en Ontario, au Canada, ils ont les deux. Ils ont une clinique pour les patients plus psychotiques et ils ont une clinique pour tous les autres troubles affectifs. Vous pensez que c'est impossible d'avoir une clinique qui prend en charge tous les troubles psy? Ben, oui, en fait, l'idéal, là, je pense que le monde idéal, il existe. Il est en Australie. C'est, là, j'ai un blanc là, complètement de comment ils appellent ça, là, mais c'est des centres de santé pour les jeunes. Et tout se passe au même endroit. Donc, c'est hors des murs de l'hôpital. Et que ce soit, peu importe le problème de santé, un jeune adulte entre 15 et 30 ans se présente à cet endroit-là. Donc, effectivement, quand il se présente là, on ne sait pas pourquoi, on sait juste qu'il y a besoin que ce soit pour des prises de sang, pour un problème physique, donc tout se passe au même endroit. Donc oui, ça devrait être ça, idéalement. Bonjour, merci pour votre présentation. Par rapport au groupe que vous proposez dans votre clinique, vous n'avez pas dit si c'était des groupes qui étaient ouverts avec des temps déterminés pour les patients. Et l'autre question, vous n'avez pas parlé du groupe marche que vous proposez. J'ai vu 45 minutes par jour. J'ai du mal à comprendre les objectifs sur 45 minutes. Est-ce que vous pouvez leur proposer? En fait, c'est ça. Pour les groupes de marche, c'est vraiment pour les patients qui sont hospitalisés. C'est pour pouvoir sortir. Bon, il y en a qui ont des sorties, là, mais tu sais, c'est pour pouvoir aller à l'extérieur plus souvent, si on veut. Puis c'est accompagné avec les éducateurs spécialisés. Pour les 4 groupes que nous, on offre là, à la clinique, autant pour les patients hospitalisés qu'en externe, oui, c'est des groupes ouverts. Donc, à chaque semaine, on peut admettre des nouveaux patients. Et la durée de participation, ça va dépendre des besoins de chacun. Des fois, il y en a qui vont rester 3 semaines dans le groupe, puis oups, ils retournent à l'école, ils retournent au travail, alors qu'il y en a qui vont passer 3-4 mois dans les groupes. Ça va dépendre de chacun. Et du coup, il n'y a pas de débordement avec le fait que en fait, écoute, c'est toujours en discussion. En fait, c'est vraiment ceux qui sont en épisode aigu. Hein. Donc, c'est pas, on suit 280 patients, mais heureusement, ils ne sont pas tous avec des symptômes aigus en même temps. Donc, habituellement, ça fonctionne assez bien. Oui, c'est vrai que des fois, on ne peut pas admettre tout le monde, mais on essaie de le faire. Puis, en fait, justement, quand les groupes, par exemple, le groupe de discussion, quand il déborde, c'est souvent un signe, on se dit, on est dû pour partir un groupe TCC, un groupe de thérapie cognitivo-comportementale. Donc, on prend un groupe de jeunes qui sont plus avancés. Et là, dans les groupes de thérapie cognitivo-comportementale, c'est des groupes fermés à ce moment-là. Puis là, on va plus loin avec eux. Là. Et je voulais vous demander, est-ce que vous auriez pu intervenir, votre équipe aurait pu intervenir avec le jeune acteur du film Mommy? C'est une bonne question. Je l'ai vu, le film, mais ça fait longtemps. Est-ce qu'il était pas psychotique, le jeune? Ah oui, il est bipolaire, mon Dieu, j'ai complètement oublié ce film-là. Je suis pas une grande fan je suis pas une grande fan de Xavier Dolan, donc... Mais oui, avec les jeunes qui présentent une maladie affective bipolaire, oui, on travaille avec eux quand il y a des symptômes de psychose. Oui, merci. Moi, c'était juste un adjectif que vous avez utilisé, vous qualifiez biopsychosocial. Vous englobez quoi dans le biopsychosocial? Pas mal tout. Oui, pas mal tout, hein, j'ai bien compris. Mais en fait, oui, c'est ça. Puis on adapte aux besoins. Le bio, c'est beaucoup l'aspect vraiment de la maladie en soi, la pharmaco. Puis ensuite, le psychosocial, c'est ce qu'on fait comme intervenant psychosocial. Là. Oui, comme parent de psychotique, je suis épatée et ébouriffée de voir à quel point une équipe peut être en continuité, toujours la même équipe, le même médecin. On est tous confrontés, nous, parents, à un émiettement permanent, semaine après semaine. On voit des infirmiers qui défilent dans les services et la prise en charge n'est jamais en continuité. On est le patient psychotique ou schizophrène est émietté dans sa pensée, dans son comportement et dans ses soins, la même chose. Donc effectivement, je pense que c'est 0 à 0, quoi. Il n'y a rien qui se passe.
C'est vraiment une clé dans le suivi. Quand un jeune a besoin, arrive, là, tu sais, on essaie d'éviter les rechutes, mais ça arrive souvent qu'on n'arrive pas à les éviter, la maladie psychotique étant ce qu'elle est. Puis quand on se présente à l'urgence pour aller voir notre jeune qui nous connaît, il est extrêmement rassuré de nous voir, de voir un visage qu'il connaît, de voir ses intervenants à lui, là.